Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver, ça vous regarde version déconfinée, c'est parti. Voici le sommaire. Comment sauver l'emploi quand la crise sanitaire a déjà mis plus d'1 million de personnes sur le carreau? Syndicats et patronat étaient reçus à l'Elysée aujourd'hui pour tenter de stopper l'hémorragie. Plusieurs pistes sont sur la table, on en parlera. Certaines entreprises font déjà du chantage à l'emploi, gagner moins pour garder son job. Est-ce la solution? On en débat ce soir. On le croyait clos, le feuilleton de la chloroquine rebondit de plus belle et Didier Raoult jubile. La prestigieuse revue de Lancet a fait son mea culpa après avoir publié une étude très critique sur ce médicament utilisé dans le traitement du Covid. Comment cette querelle scientifique est-elle devenue politique? Pourquoi les élus s'étripent sur ce professeur star? Et que raconte ce clivage sur l'état de notre démocratie? Décryptage à suivre. Enfin, le jour d'après, nouvel épisode de notre série d'entretiens sur les conséquences de l'épidémie. Ce soir, l'éthique médicale. Qui doit vivre? Qui doit mourir en cas de pénurie de ressources à l'hôpital? L'essayiste Frédéric Leichter-Flack, spécialiste des cas de conscience, a répondu à nos questions. Voilà pour le programme. Hashtag CVR, vous le savez, ça n'a pas changé, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. C'est la première fois qu'il se retrouve physiquement à l'Elysée après 2 mois de visioconférence. Vous le voyez, l'ensemble des partenaires sociaux étaient reçus par Emmanuel Macron et le gouvernement. Ça a duré 3 heures de réunion à bonne distance, avec à la sortie quelques propositions pour sauver l'emploi et une priorité, favoriser l'embauche de jeunes apprentis. Écoutez. La première mesure, c'est une prime pour permettre l'embauche des apprentis, que les entreprises continuent à former les apprentis, même si elles sont aujourd'hui dans un moment un peu difficile. Le coût d'un apprenti sera donc quasi nul la première année pour toutes les embauches entre le 1er juillet et le 28 février de l'année prochaine. Et on va revenir dans le détail sur ces différentes mesures avec vous, Marie Lebec. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines et vous dialoguez ce soir avec Yves Verrier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de Force Ouvrière et vous sortez tout juste de l'Elysée. Vous nous direz comment ça s'est passé. Bonsoir. Benoît Serre, merci d'être là. Vous êtes vice-président de l'Association nationale des DRH. Vous faites un métier difficile, certains diront le sale boulot dans ces temps de crise. Vous allez nous expliquer tout cela juste après. Bonsoir. Le billet que vous attendez tous de Stéphane Blakowski. Alors, ce qui attend les salariés des entreprises, c'est difficile, je crois, si j'ai bien compris. C'est parti. Bonsoir Stéphane, si j'ai bien compris. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Si j'ai bien compris Myriam, le chômage grimpe en flèche. Bon, en même temps, c'est pas très difficile à comprendre. Il suffit de regarder la courbe de Pôle emploi, vous allez la voir. Ça, c'est la courbe des chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire des chômeurs qui n'ont même pas une petite activité partielle pour gagner de l'argent. Donc, ça a augmenté de 7% en mars, 23% en avril. Au total, il y a plus d'1 million de personnes qui se retrouvent donc au chômage total. Ça fait plus de 4,5 millions de Français dans cette situation. Et ça, c'est un record historique. Alors, évidemment, il y a de quoi s'inquiéter, surtout si on travaille dans un secteur qui a été très durement touché par la crise. On cite souvent l'aéronautique, le tourisme, l'automobile. Mais il y a d'autres secteurs concernés. Regardez un article qui est publié dans Métro fin mai. Vous voyez le titre « Crise des médias, des licenciements partout dans le monde ». Oula, Myriam, là. Si ça licencie, je suis sous le choc, à tout va dans les médias, peut-être qu'on devrait un petit peu s'inquiéter. Alors heureusement, il y a peut-être une solution pour éviter de se faire virer, ce serait d'accepter de baisser son salaire. C'est en tout cas ce qu'a proposé hier Muriel Pénicaud. Son idée, c'est, par exemple, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut se serrer les coudes. Donc, par exemple, si au lieu de virer 20% du personnel dans une boîte, elle dit, si tous les salariés acceptent de baisser leur salaire, leur rémunération, ça permet d'éviter un plan social massif. Alors, je vous pose la question, Myriam. Vous, est-ce que vous seriez prête à baisser votre salaire, évidemment? Vous voyez venir. Non, bon. Mais je sais. C'est pas une décision facile à prendre. Regardez, par exemple, Dimitri Payet, l'une des vedettes de l'Olympique de Marseille. Il touche 500 000 € bruts par mois et il a dit non, moi je baisse pas mon salaire, je suis désolé, j'ai une famille à nourrir, j'ai des crédits à rembourser. Oui, on sait ce que c'est, Myriam. Vous aussi, vous avez des enfants à nourrir. C'est délicat d'accepter une baisse de salaire. Donc
vous pourriez peut-être, par exemple, proposer à la direction de supprimer un poste de chroniqueur. Non. Et voilà. Non. Écoutez, si ça doit permettre Pas à vos vous. enfants de manger à leur faim, je vois pas comment je pourrais refuser, franchement. Hein. Non, En tout cas, je Myriam, regarde. il y a une chose qui est sûre, c'est que quand vous avez quitté le Parisien il y a 2 ans pour venir sur LCP, c'était pas forcément une mauvaise idée, puisque le Canard enchaîné nous apprenait que un plan social est dans les tiroirs, un plan social assez costaud dans le journal Le Parisien. Donc, vous voyez, en conclusion, je trouve que ça relativise pas mal cette idée de se serrer les coudes, comme disait Muriel Pénicaud. Le Parisien, c'est la propriété de Bernard Arnault, un de nos plus grands milliardaires. Et donc, quand il prépare un plan social, si c'est ça, se serrer les coudes selon la formule de Muriel Pénicaud, je trouve que ça relativise un petit peu le concept quand même. Absolument. De l'art de l'euphémisme en politique. Yves Verrier, on va revenir sur ces propositions sur la table et notamment ces accords de performance qui permettent de négocier des baisses de salaire en échange du maintien de l'emploi. Mais vous sortez là juste à chaud de cette longue réunion. Comment ça s'est passé ? Bien, le président de la République nous recevait pour la 3e fois, alors cette fois là en physique, mais depuis le début de la crise sanitaire, on a eu deux visioconférences. Moi j'ai compris que le président de la République voulait marquer une étape, puisque les sujets sur lesquels, depuis plusieurs semaines, on a eu l'occasion de discuter avec la ministre du Travail, le ministre de l'Économie et des Finances en particulier, ceux de l'accompagnement de la situation de confinement, puis de la situation de déconfinement, d'une reprise progressive, et maintenant la phase de reprise de l'activité, normalement. Et plus long terme, d'accompagnement d'une reprise qui, on le voit bien, est progressive, partielle et qui inquiète tout un chacun. La chronique était drôle, mais les embarqué salariés... dans des négociations au plus haut niveau de l'État ou... C'est-à-dire que c'est une étape, parce qu'au plus haut niveau de l'État, ça se discute avec les pouvoirs publics, l'exécutif, sur les dispositions qui font l'objet de décisions d'ordre législatif ou de décret. D'ailleurs, à ce sujet, puisque le président de la République nous appelle à négocier sur ces questions. Il a mis quelques sujets sur la table, l'activité partielle de longue durée ou spécifique. Donc ça, il y aura des aides qui seront prolongées pour l'indemnisation du chômage partiel dans certains secteurs ou Toute la question va être justement de savoir dans quel cadre et dans quel contexte. Et moi, j'ai redit une chose, si... il s'agit de développer cette petite musique sur la modération salariale dans un contexte de difficultés économiques. Je pense que c'est une double erreur. Je l'ai dit ces jours-ci parce que je sentais les choses venir. C'est une erreur parce que les salariés concernés... Alors là, la chronique était drôle, mais quand vous êtes dans une entreprise confrontée au tiraillement maintenant, au début, c'était entre le risque de la maladie et perdre son travail. Maintenant, c'est... toujours un peu quand même, même un peu beaucoup, il faut quand même y faire attention, le risque de la maladie, mais en maintenant le risque de perdre son travail ou une partie de son salaire, pour les salariés, c'est pas drôle du tout. Et c'est une double erreur, parce que les salariés, ils y sont pour rien quand même dans cette crise. Si on a dû confiner, c'est parce qu'on n'avait pas d'autres moyens, faute de dispositions en termes de position de protection. Il y a un effet aussi sur la récession. Et puis, il y a un pouvoir effet d'achat, c'est moins de macro qui est consommation. dangereux, parce que si c'est cette musique généralisée, c'est un effet récessif derrière, au moment où on a besoin de tirer l'activité. Et en France, la demande intérieure reste un facteur important de l'activité. Donc vous demandez à l'État de soutenir au maximum, soutenir l'emploi, rallonger le pouvoir d'achat, les enveloppes budgétaires. Marie Lebec, que peut faire l'État, franchement, dans cette période ? Alors déjà, il faut regarder ce qui a été fait depuis le début de la crise. Il y avait effectivement un dispositif très fort de soutien à l'emploi, avec l'ouverture du chômage partiel de manière très importante, puisqu'elle a permis d'inclure 12 millions de salariés. Il faut le maintenir pour tous les secteurs les plus frappés. Il faut, ce qu'on va faire, c'est la logique aussi de dire finalement, on était dans une phase de confinement, il fallait protéger les salariés, il fallait accompagner les entreprises face à une situation qui était absolument inédite, où effectivement on disait pour la grande majorité des salariés, on préfère protéger de la maladie plutôt que de les exposer au risque. Après, il y a toujours les métiers spécifiques, notamment de ceux qui étaient en première ligne. Et puis, on va rentrer dans une phase de reprise, là on est dedans, et ensuite de relance. Et il est normal que progressivement, l'État
se retire et demande aux entreprises de négocier en interne finalement des accords qui permettront à la fois de préserver l'emploi, de préserver les compétences. Et je crois qu'on a passé un message. Quand on est touché par la crise, quand est-ce que l'État doit se retirer? Parce qu'il y avait une première étape à partir de juin, il y en avait peut-être une autre Noël, janvier. Est-ce qu'il faut certains secteurs, on leur dise, voilà, jusqu'à nouvel ordre, on continue de soutenir, on annule des charges, on annule des impôts. Il y a des secteurs dans lesquels, et je pense notamment à l'industrie touristique et peut-être plus spécifiquement à la question des restaurateurs, où effectivement on a dit on continue de vous accompagner parce que vous faites l'objet de mesures réglementaires dont vous n'êtes pas, pour lesquelles vous n'êtes pas décisionnaire, mais pour lesquelles il s'agit. Donc c'est l'État qui prendra en charge le quoi qu'il en coûte pour le moment. Principalement, c'est l'État le quoi qu'il en coûte. Dans ces secteurs-là, il y a une garantie effectivement de l'État qui est apportée. Dans les autres secteurs, et je crois que c'est un peu l'exigence qu'on demande aujourd'hui aux entreprises, c'est de dire on va se retirer progressivement, on met en place des mécanismes qui sont innovants. Je pense à ce qu'on a voté dans le dernier texte qui a été débattu à l'Assemblée et qui a été adopté hier en lecture définitive au sein de notre hémicycle sur l'activité réduite contre justement le maintien de l'emploi. Nous, il faut notre responsabilité en tant que pouvoir public être innovant sur les dispositifs qu'on va mettre d'accompagnement aux entreprises. Mais les entreprises, la contrepartie, c'est de dire vous avez un dialogue social qui doit être exigeant sur savoir comment est-ce qu'on préserve l'emploi au sein des entreprises, parce que en fait, quand vous préservez les compétences, vous permettez aussi de plus facilement redémarrer votre activité derrière. On va s'arrêter d'ailleurs sur le cas de Ryanair dans un instant. Excusez-moi, mais juste se serrer les coudes, je pense que c'est une idée importante, ça renvoie à la solidarité, on en a parlé pendant la crise, on aimerait que ça dure après, mais pour faire accepter cette idée d'efforts à faire ensemble, est-ce qu'il n'y a pas des mesures au moins symboliques et même utiles à prendre sur la question des dividendes considérables qui sont versés dans les plus grandes entreprises, sur la question des salaires, quand on voit que les salaires des grands patrons du CAC 40, c'est plus de 250 fois le SMIC, est-ce qu'il n'y a pas des mesures importantes à prendre, au moins pour faire accepter à l'ensemble des Français l'idée qu'on se serre la ceinture, mais tous ensemble? Moi, je pense que cette interpellation m'était destinée. Absolument, Marie Lebecq. Les mesures qui ont été présentées, je n'ai pas eu la chance d'être à la conférence à laquelle a assisté. Mais est-ce que vous êtes favorable à une contribution des hauts revenus, par exemple? Ce qui est sûr, c'est que depuis le début de la crise, on essaye d'être réactif, d'être innovant, et donc il y aura peut-être des mesures qui vont aller dans ce sens. Vous le souhaitez? Quelle exigence? Je ne sais pas. Est-ce que vous le souhaitez personnellement? Moi, je crois, à titre personnel, si je regarde par exemple les annonces qui ont été faites en matière d'attractivité de la France, de dire ce qui va permettre aussi à un moment de se serrer les coudes et en tout cas de sortir de cette phase, c'est de dire on va faire venir des entreprises qui vont s'implanter parce que la France sera un pays attractif, parce que les salariés seront bien formés, parce qu'il y aura des compétences. Et je crois que si on arrive à rester dans cette dynamique de dire le monde a traversé une crise et la France est toujours là pour attirer des investisseurs. Mais les actionnaires, par exemple, ils peuvent mettre la main au porte-monnaie. Pardon. En 1976, Valéry Giscard d'Estaing avait fait un impôt sécheresse qui touchait les plus hautes catégories des salariés. Est-ce qu'il n'y a pas, donc c'est un impôt exceptionnel d'une année, est-ce qu'il n'y a pas une crise exceptionnelle qui mériterait une taxe exceptionnelle, pas pour plomber l'attractivité ou la compétitivité, mais pour faire participer ceux qui en ont vraiment les moyens? Mais dans certains secteurs, alors pour l'instant, on ne l'a pas fait peut-être sur les questions de répartition de la richesse, bien qu'on ait encouragé les dispositifs d'intéressement, par exemple, dans les entreprises. Mais je crois qu'une des réponses, par exemple, qu'on a pu apporter, c'est de demander pour les secteurs, je pense l'automobile, je pense notamment à Air France, dire... Bien sûr, l'État va venir en soutien et c'est normal, c'est un nombre d'emplois qui est considérable, c'est des compétences, etc. Mais on veut notamment des garanties en matière d'environnement et c'est ce qu'a demandé Bruno Le Maire pour la signature. C'est vrai pour Air France, c'est pas forcément vrai pour Renault sur l'emploi. Mais je voudrais qu'on s'arrête, puisque vous parliez des modérations salariales. Et puis je vous donne la parole tout de suite après, Benoît Serre, sur ce cas de Ryanair. On baisse vos salaires ou alors vous êtes licencié. C'est exactement en substance ce qu'ont compris les quelques 200 salariés français de la compagnie low cost irlandaise. Ils ont reçu une lettre, comme nous l'explique Rabika. Baisser son salaire de 10% pour ne pas être licencié, c'est la nouvelle trouvaille de la compagnie aérienne Ryanair pour, dit-elle, préserver l'emploi de ses 250 salariés français. Une proposition jugée inacceptable pour les syndicats, prévenus par un simple mail le 15 mai dernier. Soit vous signez cet accord de réduction, soit nous serons obligés de licencier. C'est du chantage. Tout à fait.
C'est une compagnie qui a eu 1 milliard de bénéfices l'année dernière. Il n'y a aucune compagnie aérienne au niveau de l'Union européenne qui est en capacité d'afficher de tels montants de bénéfices. Donc 1 milliard, c'est pas rien du tout. Et en plus, ils ont plusieurs milliards de cash aussi sur lesquels ils pourraient véritablement se reposer pour traverser cette crise et pour montrer un tout petit peu de respect à leurs salariés. On pourrait se dire 10%, qu'est-ce que c'est? Mais enfin, c'est quand même un peu plus de 100 € pour des personnes qui gagnent 1 100 €. Faire des sacrifices pour sauver son emploi. Avant Ryanair, plusieurs entreprises l'ont imposé à leurs salariés et cela n'a pas empêché les licenciements. 2009, l'usine Continentale de Clairoy s'embrase. La direction vient d'annoncer la fermeture du site alors que les employés avaient accepté 2 ans plus tôt de passer à 40 heures par semaine. Même colère, même sentiment de trahison chez Goodyear à Amiens. Eux aussi avaient accepté de travailler plus pour finalement perdre leur emploi. Après 6 ans de bataille judiciaire, un peu plus de 800 ex-salariés viennent d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Aujourd'hui, la crise liée au coronavirus pousse les entreprises à demander des concessions à leurs employés sous peine de licenciement. Une méthode dénoncée par le gouvernement. Puisqu'ils ont eu du chômage partiel pour préserver les emplois, je trouve qu'ils ne jouent pas le jeu. Il faut qu'ils corrigent la copie. Et pourtant, 3 ans plus tôt, la ministre défendait les ordonnances travail et leur accord de performance collective. Ils permettent aux entreprises, en cas de difficultés financières, de baisser les salaires et d'augmenter le temps de travail pour une durée maximale de 5 ans. Alors je vais m'adresser à Benoît Serre, qui connaît évidemment par cœur le droit du travail. Est-ce que c'est légal, ce qu'a fait Ryanair ? Je ne connais pas le détail de ce que fait Ryanair. Ce dont parlait votre reportage via l'accord de performance collective, c'est effectivement légal dès lors que c'est négocié. Il ne faut pas perdre de vue, et Yves Verrier le sait bien, que l'accord de performance collective, c'est un accord majoritaire, donc qui nécessite un accord avec les partenaires sociaux. Est-ce que Ryanair a fait ce choix? Je ne le sais pas. Ou est-ce qu'il a fait un choix d'écrire à chacun de ses salariés pour obtenir leur accord individuel pour baisser leur salaire? Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure des méthodes qu'ait utilisée Ryanair. Vous pensez qu'il peut y avoir des effets d'aubaine, dans certains cas, à baisser les salaires dans la période, dans certaines entreprises ? Alors, ça peut être ou un effet d'aubaine ou un effet de nécessité. Quand c'est un effet d'aubaine, il doit pouvoir être encadré. Et j'écoutais le débat juste avant. Je pense que les pouvoirs publics doivent plutôt intervenir pour développer des systèmes qui permettent de trouver des accords avec les représentants du personnel, plutôt qu'aller chercher toujours à taxer ceci ou cela. Je pense que le sujet, il est là. Alors Benoît Serre, expliquez-nous ces accords collectifs, comment s'appelle-t-il déjà ? De performance, pardonnez-moi. Ils sont temporaires, ils sont négociés avec les partenaires sociaux pour une durée limitée. Quelles sont les conditions ? Il faut une baisse de l'activité, il y a un seuil ? La première des conditions, c'est qu'il faut qu'il soit majoritaire, c'est-à-dire que vous devez signer avec plus de 50% des représentants du personnel, et ça, c'est un élément très important. Ils sont issus des ordonnances travail, ils permettent de remettre en cause pendant un temps déterminé qui ne peut pas dépasser 5 ans, à la fois ou le temps de travail en l'augmentant, ou la rémunération, sachant quelquefois, en fait, on augmente le temps de travail sans augmenter de la même valeur la rémunération, ce qui signifie la baisser d'une certaine manière, parce que les gens travaillent plus pour une somme inférieure. Il peut organiser un certain nombre des éléments de mobilité. Il a une conséquence, c'est que dès lors qu'il est signé et qu'un salarié refuserait de se soumettre à ce qui est prévu à cet accord, il est licencié, ce qui s'appelle sui generis, donc c'est un licenciement un peu particulier. Donc c'est sans doute cela. Mais je crois que... ça, c'est pas du chantage d'une certaine façon ? Pardon ? Ça n'est pas du chantage d'une certaine façon parce que s'il n'est pas signé... Attendez, il y a deux choses. Si c'est signé par les partenaires sociaux, on ne peut pas appeler ça du chantage. Si effectivement c'est prendre chaque individu et lui dire soit tu baisses ta rémunération, soit tu es licencié, alors ça ressemble diablement à du chantage. Mais juste un point pour 1 minute. Allez-y. Je crois que ces accords de performance collective sont intéressants si on y ajoute une disposition qui serait de comment on en sort. Parce que ça, quelquefois, comment on en sort, c'est juste redonner aux gens le salaire qu'ils avaient. Or, c'est assez injuste puisque les gens font un effort pour sauver l'entreprise et lui permettre de retrouver de la rentabilité. Quel est le mode par lequel ils vont gagner une partie de cette rentabilité retrouvée? Autrement dit, le partage de la valeur créée par l'effort qu'ils ont fait. Et ça, c'est sans doute une manière intelligente de passer cette crise, mais de faire que demain, les salariés, par le biais de l'intéressement, de la participation, quelquefois du salaire d'ailleurs... on baisse le salaire pour un temps, mais on le réaugmente davantage quand l'activité revient. Yves Verrier, vous êtes patron de Force ouvrière.
Vous êtes prêt à en Non, signer? Je suis secrétaire général de Force. Secrétaire général. Vous en avez déjà signé? Non, la Confédération ne signe pas. Certains syndicats ont signé. Mais Force ouvrière dans les entreprises n'en ont jamais signé? Dans certaines entreprises, les syndicats ont négocié et parfois signé des accords de performance collective. Vous êtes collective. prêt à le faire aujourd'hui dans le contexte? Nous ne sommes pas d'accord sur le principe. Maintenant, nos syndicats défendent les salariés, leur emploi, leur rémunération dans les conditions dans lesquelles ils se trouvent confrontés. Donc il y a un principe de réalité. C'est pas un principe de réalité, ça dépend beaucoup du secteur d'activité, de l'entreprise elle-même, mais ce sont systématiquement, si on n'appelle pas ça du chantage, de toute façon des négociations dos au mur, où vous avez en perspective soit des suppressions d'emplois, soit des efforts que vous devez faire. Le cas qui était mentionné, celui d'augmenter le temps de travail sans augmenter le salaire, en mémoire, pas très loin derrière nous, c'était Smart. Smart, ils sont passés de 35 à 39 heures au salaire de 35 heures. Et quelques années plus tard, ils ont été délocalisés en Chine. Alors, il y a une proposition sur la table. Peut-être qu'il vous l'a fait tout à l'heure à l'Élysée. Elle est signée du MEDEF, Geoffroy de Roux-de-Bézieux, qui propose de demander à l'État de compenser les baisses de salaire en cas de baisse d'activité de 40%. C'est-à-dire une sorte d'adaptation de ces accords de performance qui permettrait au fond de ne pas être pénalisé par les modérations salariales, mais ce n'est pas l'employeur qui paye. C'est toute la question de ce dispositif d'activité partielle ou de chômage partiel spécifique ou de longue durée. Ça revient à du chômage partiel de longue durée. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, dans la législation, si durant la période de confinement, les entreprises ont été indemnisées à 100% jusqu'à 4,5 le SMIC, les salariés, eux, n'ont jamais été indemnisés qu'à 70% du brut, 84% du net, sachant que tous les éléments de rémunération ne sont pas pris en compte. Ça fait en général plutôt 20% de perte de salaire à la fin. Donc, sur le delta qui serait pris en charge par l'activité partielle, s'il n'y a pas une compensation au-delà de ce que prend en charge l'État, par l'entreprise elle-même, les salariés vont perdre du pouvoir d'achat. Et je le redis, ce serait une grave erreur que de donner ce signal un peu général de la nécessité de modérer les salaires, parce que ça ne donne pas confiance, ça n'incite pas à consommer, et c'est pas comme ça qu'on ira, surtout, je vous rappelle, la moitié de la population salariée est en dessous de 1 800 € net par mois. Quand vous perdez quelques dizaines d'euros, voire centaines d'euros sur la rémunération à la fin du mois, différence est énorme. Ni au restaurant, ni a fortiori, vous n'achèterez une des 400 000 voitures qui ont été construites, qui n'ont pas été vendues du fait du confinement. Qu'est-ce que vous répondez, Marie Le Becq ? Aussi une chose, parce que dans cette réunion cet après-midi, moi, j'attendais aussi une réponse sur cette question de pouvoir d'achat, notamment pour toutes les salariés de ce qu'on a appelé la deuxième ligne. Il y a le Ségur de la santé pour la santé, mais toutes les caissières, les agents des entreprises de propreté, les manutentionnaires, les transporteurs, les éboueurs, etc., tous ceux dont on a parlé qui s'étaient révélés essentiels, qui ne se sont jamais arrêtés, on s'attendait à ce qu'on nous fasse une annonce, peut-être pas d'augmentation comme ça aujourd'hui des salaires, mais au moins qu'on engage une négociation sur la façon dont on repositionne ces professions. Et ça, pour le moment, j'ai pas de réponse. C'est vrai que si ces invisibles, ces deuxièmes lignes ne sont pas valorisées et qu'il y a des modérations salariales de fait dans les secteurs les plus touchés, c'est perdant-perdant pour vraiment tout le monde. Là. Non mais déjà, juste, sur les accords de performance collective, quand même rappeler que, en fait, souvent, on regarde Ryanair, on regarde Renault, en plus, les chiffres sont extrêmement importants, donc c'est aussi c'est anxiogène, c'est effrayant, mais il ne faut pas oublier que les accords de performance collective, depuis qu'ils existent, donc depuis 2017, il y en a quand même eu 300 de signés. Ça permet aussi à des entreprises dans lesquelles il y a un dialogue social qui est aussi peut-être plus de proximité, si on pouvait l'exprimer ainsi, de continuer à faire évoluer en fonction des difficultés que peut rencontrer son secteur d'activité ou son entreprise pendant un temps. Ensuite, le deuxième point, c'est que j'entends tout ce qui est dit sur les salariés, sur le fait de dire il ne faut pas que les salariés payent, mais on peut avoir des accords de performance collective, mais on a aussi mis en place au cours des différents textes de loi qui ont été étudiés pendant cette période la reconduction de ce qui a à un moment été appelé la prime Macron, en fait cette prime de 1 000 € que vous pouvez donner à vos salariés sur la base du volontariat des chefs d'entreprise. Mais vous savez, moi j'ai beaucoup de... Beaucoup sont à zéro. Non mais pardon, moi j'ai eu beaucoup d'entreprises pendant cette
cette période de confinement. Et tous m'ont dit, oui, on est d'accord, parce qu'effectivement, quand vous avez des caissières, quand vous avez des agents d'entretien qui sont venus, qui se sont déplacés, qui parfois ont des moyens de transport qui ne sont pas forcément faciles, on a envie de jouer le jeu. D'un mot très rapidement pour terminer. Et très rapidement, et on a aussi, et dans la loi Pacte, et là encore dans le texte mesures d'urgence, confirmé la dynamique qu'on essaie de créer en matière de création d'intéressement. Et ça, c'est aussi un moyen de rémunération pour les salariés. Il faudra aller beaucoup plus loin sur l'intéressement. Mais c'est du plus long terme, mais je voudrais une toute petite question et une toute petite réponse rapide. Peut-être que vous serez d'accord là-dessus. La réforme de l'assurance chômage, on l'applique pas. Surtout pas. On arrête. Ça, c'est notre demande, mais je n'ai pas la réponse pour le moment. Moi, je pense qu'il faut qu'on abandonne cette réforme de juin 2019, qu'on revienne à la convention qui avait été négociée en 2017 et qui courait jusqu'on 2020, de toute façon. Vous êtes d'accord pour au moins la suspendre au moins la suspendre, puisque effectivement, le sens de cette réforme, c'était de dire les chiffres du chômage s'améliorent, donc on fait des dispositifs qui permettent effectivement d'être un peu plus incitatifs dans le retour à l'emploi. Et là, on doit être dans une dynamique plus protectrice. C'est très clair. Merci infiniment d'être venu sur le plateau d'LCP pour ce débat. On va parler à présent de celui qui est devenu le visage de cette crise sanitaire. Le professeur Didier Raoult, adulé ou détesté, il a donné en tous les cas le tempo médiatique avec sa chloroquine à cette épidémie, entraînant d'ailleurs avec lui les politiques qu'on n'attendait pas franchement sur ce terrain. Clément Perbeau. L'hydrochloroquine, médicament miracle contre le Covid-19, certains politiques semblent y croire dès les premières semaines de la crise sanitaire. À les écouter alors, le temps presse, il n'y a pas une minute à perdre. Lorsque, comme le dit le président de la République, la guerre est déclarée, on n'a pas le temps d'expérimenter sur des souris pendant 6 mois. Et à partir du moment où il y a une solution testée déjà sur un certain nombre de patients qui semblent porter leurs fruits, je ne vois pas pourquoi la France se priverait. Donner à tous les médecins de ville la capacité de prescrire à ceux qui sont contaminés avec des symptômes peu graves cette chloroquine. Si on peut obtenir ne serait-ce que 10% de baisse des cas graves, eh bien ça veut dire qu'on ne sera pas obligé de trier les gens. On élargit tout de suite la prescription et le directeur général de la santé dit tout de suite à tous les hôpitaux de France, allez-y. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque ? Question. Les gens meurent. Cet emballement politique inattendu pour ce médicament n'a pas été du goût de tous les médecins. Leur opinion, il ne fallait pas la donner en public, ou en tout cas, elle ne fait pas autorité, parce que on est sur une affaire scientifique et que là, on a viré complètement dans une affaire au-delà même du politique. On était vraiment dans une affaire émotionnelle, dans une affaire de médias, quasiment de showbiz. On n'est pas en train de parler de bonbons ou de couleurs de cheveux, on est en train de parler de médicaments avec potentiellement des risques. Mais au-delà du médicament, c'est aussi son grand défenseur, le professeur Raoult, qui fascine les politiques. Didier Raoult est trop mal aimé par les belles personnes pour ne pas éveiller l'intérêt, surtout quand ça part des amis de Madame Buzyn. Donc le monde entier parle et met en pratique les travaux du professeur Raoult, mais en France, on le met sous haute surveillance. C'est quoi le loup là-dedans ? Et même après la mise en cause de son traitement par la revue The Lancet, les défenseurs politiques du professeur n'en démordent pas. Didier Raoult, c'est le sanitairement incorrect, voilà. Et il est peut-être à la médecine ce que nous sommes à la politique, c'est-à-dire politiquement incorrect. Et surtout, il fait ressortir une parole qui n'est peut-être pas celle de la doxa. Olivier Véran a été trop rapide à interdire ce traitement. Il s'est dépêché comme s'il y avait une espèce de vengeance contre le professeur Raoult. Je dénonce la façon dont il a été traité. Quant au principal intéressé, il se défend d'avoir cherché à politiser ses travaux. On le voit bien avec cette histoire de chloroquine, des gens qui sont censés être intelligents ont d'un coup des réactions passionnelles. Chaque fois qu'on dit quelque chose, ça ne témoigne pas du fait que l'on est de gauche ou de droite ou de ceci ou de cela. On a le droit d'être subtil. Ce débat enflammé ne s'est pas limité au plateau télé et aux réseaux sociaux. Il a aussi eu des conséquences concrètes sur le terrain. Les patients, moi, quand je les vois aux urgences, il y avait les pour Raoult qui me disaient « je veux de la chloroquine » et les anti-Raoult qui, eux, suivaient les recommandations. Et nous, médecins, prescripteurs, ça nous a mis dans une situation extrêmement difficile qui est quasiment un nouveau droit des patients qui était l'exigence thérapeutique. En disant « Estrosi, il a dit ça, donc moi, je veux le même médicament ». Vous voyez, on est dans un truc qui est complètement fou parce que irrationnel, qui peut être dangereux. La crise de confiance entre les Français et leurs politiques s'est donc répandue jusque dans les hôpitaux et les cabinets de médecins.
Bonsoir Emmanuel Rivière. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Kantar Public France et vous venez de publié un baromètre qui nous a particulièrement intéressés. C'est le dernier baromètre politique dans lequel, pour le Figaro Magazine, dans lequel Didier Raoult fait son apparition, propulsé directement à la 3e place derrière Roselyne Bachelot et Olivier Véran. Test d'opinion sur les personnalités politiques, c'est le titre, qui ont le mieux géré la crise. On va le commenter dans un instant. Et puis nous sommes en duplex avec Laurent Alexandre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, médecin et fondateur de Doctissimo. On va commencer juste avec ce sondage. Déjà, personnalité politique, on s'étonne. Olivier Véran, Roselyne Bachelot, Bruno Le Maire, Nicolas Hulot, Xavier Bertrand. C'est une personnalité politique ? C'est une personnalité dans le contexte, parce qu'on a un petit peu détourné les questions qu'on pose depuis 40 ans pour le Figaro Magazine en demandant aux gens ce qu'ils pensent des attitudes contenues un certain nombre de personnalités, et donc pas forcément politique, face à la crise du coronavirus. Cela étant, la présence de Didier Raoult dans cette liste n'est pas finalement usurpée, parce que sa structure d'image est assez politique. D'abord, il est très clivant. Elle arrive effectivement dans les premiers rangs de ceux dont on dit il a eu une bonne attitude, mais il se trouve, c'est 26%, il se trouve qu'il y a aussi beaucoup de gens, 27%, qui disent qu'il a eu une mauvaise attitude. Et en général, quand on met une personnalité de la société civile, on n'a pas ce genre de clivage. On a des gens plutôt épargnés et pas très connus. Et ça, c'est une autre caractéristique de Didier Raoult, mais ça n'étonnera personne. Il est beaucoup plus connu qu'un grand nombre de personnalités politiques dans cette liste. Mais l'avoir mis dans cette liste, est-ce que ça lui offre pas un tremplin, au fond, peut-être qu'il n'en a pas besoin, mais supplémentaire tout de même? Oui, je crois que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le sondage constate que bien confirmer qu'il n'avait pas besoin de tremplin. Alors, qu'est-ce qui plaît chez lui? Comment vous expliquez cette popularité? Alors, ce qui plaît chez lui, en fait, d'ailleurs, merci de me voir invité à me pencher plus sur lui que sur d'autres personnalités de notre enquête, parce que ça m'a mis en évidence quelque chose. En fait, son image est bien meilleure, à la fois chez ceux qui sont très inquiets par l'épidémie et ceux qui ne le sont pas du tout. Ce qui peut paraître mystérieux, mais en fait, ça invite peut-être à compléter ce qu'on a déjà beaucoup dit sur Didier Raoult. Il plaît parce qu'il a des certitudes dans cette période d'incertitude. Il sait, et donc il rassure ceux qui ont besoin de se raccrocher à des certitudes, tout comme finalement il plaît à ceux qui en ont eux-mêmes des certitudes et qui sont pas du tout inquiets. Il a représenté un espoir avec son traitement. Il a représenté un espoir, mais voilà, il y a dans cette forme... Mais par ailleurs, il y a d'autres formes qui plaisent. On voit qu'Édouard Philippe est très favorisé dans ce sondage, qui était plutôt sur une ligne qui consistait à dire on ne sait pas, on devra expérimenter, éventuellement adapter, etc. Mais il se trouve que Didier Raoult, il y a cela. Et puis, il y a aussi effectivement le caractéristique d'un personnage un peu trublion, atypique, qui va forcément attirer la lumière. Il a à la fois l'aura du scientifique, puis quelque chose qui, à mon avis, ne déplaît pas dans le caractère séducteur du personnage, cette manière plus ou moins feutrée qu'il a de dire qu'à part lui, tous les autres n'ont rien compris. Je pense que ça fait partie aussi de son attrait. Alors, vous allez nous dire juste après si on peut cerner par appartenance politique l'adhésion, la popularité de Didier Raoult. Mais d'abord, Laurent Alexandre, elle vous surprend cette popularité, franchement ? Oh, pas du tout. Toute la stratégie actuelle de Raoult est une stratégie politique. D'ailleurs, son rapprochement avec Onfray dans Front Populaire est bien le signe qu'il a décidé de labourer l'extrême popularité qu'il a dans certains cercles populistes et chez les Gilets jaunes. Alors, ce n'était pas une étude Kantar, mais c'était une étude IFOP qui, a 1 mois et demi, montrait que Didier Raoult séduisait 80% des gens qui se reconnaissent chez les Gilets jaunes. Vous avez même parlé de gilet jaunisation de la médecine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de la médecine dans les grandes revues scientifiques, entre médecins. On l'a fait sur les réseaux sociaux et on affirme. Tous les autres sont des cons. On humilie les journalistes qui ne sont pas d'accord avec vous. Regardez la façon dont Raoult a traité Pujadas en lui expliquant qu'il ne pouvait pas comprendre, qu'il n'était pas possible que lui, Pujadas, comprenne des choses compliquées parce qu'il n'était pas à la hauteur. Mais on a vu, pour bien comprendre, ce que vous lui reprochez, c'est son style, son côté anti-système, le fait qu'il s'attaque de façon très frontale aux journalistes, ou c'est le fait d'avoir prescrit ce médicament dans son hôpital à Marseille, la chloroquine, qui, à l'heure où l'on se parle, rien ne démontre qu'elle est
dangereuse ou pas pour la santé dans Ce le que je cadre d'un reproche à Covid. Raoult, c'est d'avoir fait faire un grand pas en arrière à la méthodologie scientifique. C'est-à-dire qu'on a fait croire aux gens qu'il y avait un remède miracle, alors que pour évaluer une nouvelle stratégie thérapeutique, il faut minimum 6 mois. Et aujourd'hui, on n'a toujours aucun traitement. À part le paracétamol dans les formes légères et la réanimation dans les formes graves, on n'a toujours aucun médicament. Lui vous répond, pardonnez-moi de vous interrompre, mais il n'est pas là pour se défendre. Laurent Alexandre, lui vous répond qu'on est en situation de guerre et qu'en situation de guerre, on soigne, alors qu'en situation de paix, on étudie, on cherche, mais le temps n'est pas le même et qu'il fallait absolument traiter. Absolument pas. Des traitements qui aggravent la situation des malades, on en a connu beaucoup dans l'histoire. Très souvent, notre intuition médicale à nous, médecins, elle est fausse. Dans le traitement de l'infarctus, il y avait un consensus de 100% des cardiologues sur Terre pour penser qu'il fallait mettre des antiarythmiques. Puis le jour où on a fait un essai clinique versus placebo, on s'est rendu compte que le médicament multipliait le risque de mourir par 2,7 par rapport au placebo, alors que 100% des cardiologues pensaient que le médicament était très efficace dans l'infarctus. Cette stratégie médicamenteuse, avant qu'on fasse un vrai essai versus placebo, a tué plus que la guerre du Vietnam aux États-Unis. Elle a tué 60 000 Américains. Donc, l'intuition médicale, elle est très fortement trompeuse. Il faut donc être vigilant. Et c'est pour ça qu'on a des méthodologies d'évaluation du médicament. Si l'on parvient à faire une étude suffisamment large et suffisamment légitime, puisqu'on sait que la dernière en date, qui était une vaste étude de la prestigieuse revue britannique The Lancet, a été finalement critiquée par The Lancet lui-même. Ça n'était pas un essai clinique. Le Lancet, c'est une observation de dossier qui est tout à fait critiquable. Le seul essai clinique qu'on a, c'est-à-dire prospectif, en tirant au sort les malades, c'est l'étude qui a été publiée hier dans le New England Journal of Medicine et qui ne répond qu'à une seule question. Elle permet d'affirmer à peu près que ça n'est pas efficace préventivement d'utiliser l'hydroxychloroquine. Mais ça ne répond pas à la question, est-ce que l'hydroxychloroquine peut avoir un effet curatif? Les essais cliniques pour répondre à cette question ne sont pas encore terminés. On aura les premiers résultats la semaine prochaine et les politiques ont eu tort de faire croire qu'on allait faire des essais cliniques en 15 jours. C'est un mensonge. Comme l'opinion était paniquée, les politiciens ont menti et ont fait croire qu'on était capable d'inventer de nouvelles stratégies thérapeutiques en quelques semaines. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Nous n'avons toujours pas de traitement et il va falloir probablement assez longtemps pour qu'on ait des stratégies thérapeutiques efficaces. Et c'est important de finir les essais cliniques parce qu'aujourd'hui, la première vague est terminée à peu près, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait une deuxième vague à l'automne. Il faut donc que nous soyons prêts et que nous ayons des stratégies thérapeutiques efficaces. Et pour cela, il faut faire des vrais essais cliniques et pas des études aux méthodologies contestables comme les 2 études de Raoult. Et il y a des enquêtes en cours et notamment on attend celle Discovery qui tarde à venir, l'étude européenne. Alors Valérie Boyer est avec nous, députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône et soutien inconditionnel de Didier Raoult. Je me trompe, vous ne le soutenez pas? Non, mais la question n'est pas là. On n'est pas pour ou contre Raoult. On sait pas. Didier Raoult n'est pas une équipe de foot. Je vous ai entendu, Valérie Boyer, le défendre, le soutenir sur de nombreux plateaux et considérer que son traitement marchait. Alors, je pense que, excusez-moi Myriam Ankawa, vous avez dû pas bien entendre ce que j'ai dit. Moi, j'ai témoigné en tant que malade. Je ne me permets pas de dire si son traitement marche ou marche pas. En revanche, ce que je note, et j'étais cet après-midi à l'UHU pour remercier les équipes soignantes pour tout ce qu'elles avaient fait pendant cette crise épidémique et pour la qualité de leur accueil, de leur écoute. Mais je pense que c'est très malsain de poser les questions en pour ou contre. Mais en quoi cette controverse médicale sur la chloroquine, sur l'hydroxychloroquine, au fond, vous vous en saisissez d'une certaine façon? En quoi la femme politique que vous êtes participe de ce débat-là? Est-ce que c'est un débat politique, franchement? Alors, moi, j'ai témoigné en tant que malade. Je n'ai pas la compétence médicale pour dire si ça marche ou si ça ne marche pas. En revanche, je voudrais avoir une réponse sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. Mais vous avez une parole publique, Valérie Boyer. Vous êtes une élue, vous êtes une députée. Vous savez que si vous témoignez, votre parole va peser.
Alors, j'ai témoigné en tant que malade. Je n'ai jamais dit que j'étais pour ou contre la chloroquine ou l'azithromycine. C'est pas mon rôle. En revanche, j'ai remercié les équipes médicales du traitement que j'avais eu. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on nous a promis des études qui ne sont jamais là, notamment Discovery, notamment l'étude du CHU d'Angers qui testait exactement le protocole de Didier Raoult et qui, je crois savoir, s'est arrêtée. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi n'a-t-on pas de réponse ? Parce qu'après une semaine... Laurent Alexandre a expliqué que ça prenait évidemment beaucoup plus de temps que finalement le temps médiatico-politique. Laurent Alexandre expliquait que Didier Raoult était maintenant membre de la revue de Michel Onfray, Front Populaire. C'est un engagement qui n'est pas donc scientifique cette fois-ci, qui n'est pas médical. Vous souhaiteriez qu'il s'engage en politique, Didier Raoult ? C'est à moi que vous posez la question ? Oui, Valérie Boyer. Écoutez, ce ne serait pas le premier médecin qui s'engagerait en politique. Par exemple, le ministre de la Santé, il était engagé au Parti Socialiste avant d'être engagé en Marche. Votre question est quand même très curieuse. C'est une simple question. Qui était engagé dans ce qu'on appelait à l'époque les Républicains, l'UMP, etc. Donc, ce n'est pas le premier homme politique, Madame Buzyn, elle s'est engagée en Marche. Laurent Alexandre vous répond sur cette dimension politique qui est en train de prendre cette controverse. Laurent Alexandre. Oui. On voit bien qu'il y a deux axes. D'abord, les populistes, globalement, aiment beaucoup Raoult, surtout depuis qu'il s'est rapproché d'Onfray et que Onfray a déclaré que les gens qui étaient contre l'hydroxychloroquine étaient vendus aux puissances de l'argent. Et puis, d'autre part, on voit qu'il y a une concentration des grands soutiens politiques à Raoult dans la région PACA. Les élections municipales sont là. L'opinion marseillaise adore Raoult. Il serait extrêmement difficile à Madame Boyer, quoi qu'elle pense, de lutter contre Raoult, ce serait tirer contre son camp alors qu'on est en pleine élection municipale dans la région PACA. Merci beaucoup. On va s'arrêter là en vraiment 10 secondes. On le retrouve ce soutien dans la population, plutôt à droite et à l'extrême droite, sur Raoult. On trouve davantage de soutien pour Didier Raoult chez les sympathisants de France Insoumise, chez les sympathisants du Rassemblement National et aussi chez les sympathisants républicains. Après, tous les clivages ne valent pas. On a beaucoup voulu dire c'est la province contre Paris. Non, en l'occurrence, c'est le nord contre le sud. Le soutien à Didier Raoult, il se trouve plus dans le sud que dans le nord, mais il y a bien une dimension politique dans tout ça. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, des gens ont des convictions sur l'hydroxychloroquine, comme hier, ils en avaient sur l'école privée, le mariage homosexuel, l'immigration, ou avant-hier sur l'affaire Dreyfus. La géographie de la chloroquine. Valérie Boyer, le mot de la fin. Mais je trouve que cette façon de voir les choses est complètement incroyable. Je rappelle quand même qu'à Marseille, pratiquement tous les politiques, quelles que soient leurs étiquettes, leurs opinions, ont été soignés à l'IUHU. Tout le monde, pratiquement tous ceux qui ont été malades, sont passés dans les mains du Didier Raoult. Aujourd'hui, je me pose deux questions. Pourquoi M. Véran, le ministre de la Santé, qui est médecin et qui a un engagement politique, a retiré l'hydroxychloroquine des études dès la parution du Lancet? Pourquoi l'OMS, un coup c'est oui, un coup c'est non? Et pourquoi aujourd'hui on n'a pas de réponse alors que plusieurs études ont été lancées? Et moi je pense aux malades, comme je l'ai été, qui aujourd'hui se posent des questions, qui aujourd'hui sont inquiets. Et j'aimerais beaucoup qu'on ait un débat apaisé et qu'on ne soit pas là comme si on soutenait une équipe de foot. Ce sont quand même des personnes, ce sont des malades. Et puis, mais vous reconnaissez juste simplement que vous avez pris de la chloroquine, vous êtes convaincu que ça vous a permis de guérir, vous auriez pu aussi guérir sans, vous l'admettez? Mais vous n'êtes pas médecin, moi non plus. Moi, quand j'ai été testée positive, on m'a proposé ce traitement. J'ai été hospitalisée, je l'ai pris après un examen cardiaque, après un certain nombre d'examens. Mais je trouve que ces questions sont quand même incroyables depuis le début de l'épidémie. On me demande, en tant que malade, si je n'avais pas pris de médicaments, si j'avais guéri. Comment voulez-vous que je le sache aujourd'hui ? D'abord, Parce qu'il y a des cas, il y a beaucoup de cas de Covid qui ont guéri sans avoir pris de chloroquine. C'est un fait statistique.
Moi, j'ai été hospitalisée 8 jours. J'ai eu un certain nombre d'examens et j'avais un certain nombre de symptômes qui étaient pas anodins non plus. Donc, poser ces questions-là, je rappelle que Marseille, c'est le seul endroit où on a offert un parcours de soins aux malades aujourd'hui. Nous sommes en train de sortir de la crise sans avoir la réponse. Et en laissant les malades dans l'expectative. Donc, il faut juste rappeler que l'OMS, pardonnez-moi de vous interrompre, a décidé quand même de reprendre les essais cliniques avec la chloroquine. Oui. Laurent Alexandre, et puis vous aurez le mot de la fin d'un mot, Emmanuel Rivière. Laurent Alexandre, pour réagir ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, il faut, en attendant les essais cliniques, devenir plus rationnel, il faut dépolitiser cette affaire, mais c'est difficile quand Didier Raoult explique aux journalistes de l'Express que la seule chose qui lui importe, c'est l'estime de lui-même. On voit bien qu'on est dans une querelle d'ego, dans une querelle politique, et que finalement, l'intérêt des malades est moins important pour Didier Raoult que l'estime de lui-même, comme il l'a lui-même dit à Anne Rosincher, journaliste à l'Express. Donc aujourd'hui, il faut revenir vers la vraie science. La science, elle est laborieuse, elle est lente. On ne trouve pas des nouveaux traitements en 5 minutes, il faut des mois et des mois. Aujourd'hui, un petit peu de patience. Il faut faire confiance à Olivier Véran qui, je le trouve, gère très très bien cette crise très très compliquée. Merci. Et a essayé d'éviter au maximum l'hystérie induite par le comportement de Didier Raoult. Merci, il est déjà politique ce débat. Laurent Alexandre, parce que cette description de la lenteur nécessaire pour aboutir à des conclusions définitives va un peu à l'encontre d'une idée un peu installée chez les Français, qui est une autre forme d'ailleurs de la confiance dans la science, qui en fait ils ne comprennent pas qu'on n'ait pas déjà les réponses. Et c'est pour ça que s'engouffre assez facilement tout un tas de soupçons, d'interrogations, et finalement une construction politique autour d'une controverse scientifique. C'est parce elle n'est pas terminée. On ne comprend pas qu'on ne puisse pas avoir rapidement les réponses, parce que parfois le bon sens est assez mauvais conseiller sur ces questions. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat à distance. Allez, c'est l'heure de ma journée à l'Assemblée avec Thomas Després qui nous raconte une autre dispute. C'est une bataille des insoumis sur une proposition de loi qui était débattue aujourd'hui sur les frais bancaires. Oui, exactement, Myriam. C'était aujourd'hui la niche parlementaire de la France insoumise, une journée où les députés insoumis fixent les textes à l'ordre du jour de l'Assemblée et une proposition a été très débattue sur le plafonnement des frais bancaires. Je vous raconte ça. Jingle. Cette proposition, elle est portée par Alexis Corbière. Elle vise à plafonner les frais bancaires, 2 € par incident, 20 € par mois maximum, 200 € par an pour tous les usagers, quel que soit leur revenu. Une disposition qui vise à maintenir le pouvoir d'achat. Je vais désormais présenter ma loi. Elle s'adresse à tous, pas seulement aux clients en difficulté. À tous. Rien ne justifie ces frais d'incident qui coûtent quelques centimes à la banque et qui sont facturés près de 15 €. Alors Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, était présent ce matin dans l'hémicycle. Il a répondu à Alexis Corbière, pas de soutien à la proposition des Insoumis, mais il a profité de l'occasion pour annoncer une nouvelle réglementation sur les clients dits à risque, ceux qui multiplient les incidents bancaires. Écoutez. Nous proposons qu'un client soit considéré comme fragile à partir de 5 incidents bancaires dans une période d'1 mois. La Banque de France publiera la liste des établissements qui ne se conforment pas à l'engagement du plafonnement. Nous allons donc mettre en place un M&M sur le plafonnement des frais d'incidents bancaires par les banques françaises. Alors que dit le rapporteur du texte des annonces de Bruno Le Maire? On lui a posé la question. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Bon, sans grande surprise, le texte n'a pas été adopté, mais il a suscité le débat tout au long de la journée. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? Moi, j'ai défendu l'idée que le principe même de ces frais bancaires, qui coûtent quelques centimes aux banques, mais qui vous sont facturés parfois 15 €, 23 €, 50 € quand il s'agit d'un chèque supérieur à 50 € qui est rejeté, n'est pas tolérable. Voilà. Ce plafonnement que je proposais doit s'adresser à tout le monde. Alors certes, il y a un travail qui est fait par le gouvernement sur les publics les plus fragiles, les plus en difficulté, mais même les classes moyennes, j'ai envie de dire, qui, sans être tout à fait de manière confortable, mais sont pas non plus en grande difficulté, je vois pas pourquoi elles devraient se voir ponctionner ces 20 €, 50 €, etc. C'est quelque chose qui n'est pas justifié. Ça, c'est l'avis du rapporteur du texte, mais qu'en pensent les usagers? On a passé un coup de fil à l'un des spécialistes des frais bancaires à l'UFC Que Choisir. Le fait de mieux définir les clients à risque et de dénoncer les banques qui ne jouent pas le jeu, c'est une bonne chose pour vous? Alors à ce stade aujourd'hui, c'est bien insuffisant dans la mesure où nous souhaitons une loi globale qui plafonne les frais d'incident de paiement pour l'ensemble des consommateurs et pas simplement des mesures qui soient curatives pour traiter la fragilité qui ont été engendrées par des frais d'incident de paiement trop élevés
pour l'ensemble des consommateurs. Du côté du ministère de l'économie et des finances, on indique que le décret qui institue les nouveaux critères communs à toutes les banques sera publié au mois de juin. Et de son côté, Alexis Corbière dit qu'il restera vigilant et qu'il n'hésitera pas à remettre le sujet sur la table à l'occasion de prochaines niches parlementaires. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans ma journée à l'Assemblée. Voilà pour la chronique de Thomas Després. On se quitte avec un nouvel épisode de notre collection d'entretiens. Dans le jour d'après, ce soir, on parle de l'éthique médicale avec Frédéric Leichterflack. Regardez. Ça va bien ? Ça va, écoute. Pas trop crevé ? Ça va. Bonjour Frédéric Leichterflack. Bonjour. On va revenir sur ces choix tragiques des médecins face à la pénurie de ressources à l'hôpital. Mais d'abord, cette question personnelle, quelle étrange situation pour vous, la chercheuse, l'universitaire qui travaillait sur ces sujets, ces cas de conscience depuis longtemps. Qu'avez-vous ressenti au fond, quand cette forme de cauchemar est devenue réalité? Oui, c'est exactement ça. C'est mon cauchemar personnel, ma névrose personnelle qui devient partagée par tout le monde et ça fait très bizarre. On est quelques-uns à travailler sur ces questions de choix, d'arbitrage, de triage. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas sauver tout le monde? À qui vont les ressources trop rares pour être distribuées à l'ensemble de la population? Et là, d'un coup, cette situation, non seulement elle devient notre lot quotidien, mais surtout, elle devient visible, elle est posée sur la place publique, elle est débattue par tout le monde et n'importe qui. Et là, évidemment, les choses deviennent tout à fait différentes. Jusqu'à présent, c'était des questions dont personne ne voulait entendre parler, ou alors dont on s'emparait avec, disons, le plaisir du sensationnalisme moral. Et là, maintenant, c'est des questions auxquelles on ne peut plus échapper. Alors il y a des mots comme ça qui nous assaillent par ce qu'ils renvoient de presque d'épouvantable. On parle de pénurie, on parle de réquisition, on parle aussi de rationnement. Et puis il y a ce mot de tri, de triage entre les vies, entre les malades. Vous allez nous dire de quoi il s'agit précisément, mais d'abord à quoi il nous renvoie. Qu'est-ce qu'il réveille en nous, ce mot de tri? Alors ce tri, il est très problématique parce que ce terme de tri, il réveille des démons, il réveille des anciens spectres. Trier entre les vies, ça paraît à tout le monde une abomination, ça paraît le comble de l'horreur morale. On ne devrait pas avoir à choisir les sacrifiés. Et il y a tout un imaginaire commun, un imaginaire partagé de ces choix tragiques où il faut choisir qui on sacrifie et à qui on accorde une chance de survie. Alors de quoi s'agit-il à l'hôpital précisément? Ce qu'on appelle le tri en urgence médicale collective, c'est un ensemble de procédés qui consistent à pouvoir orchestrer des ordres de priorité dans la prise en charge des malades, dans la prise en charge des patients. Il faut préciser que ça a été inventé sur les champs de bataille napoléoniens. C'est Larrey, le chirurgien de Napoléon, qui a proposé cette idée de trier les blessés, non pas en fonction de leur grade, ce n'est pas les officiers d'abord et les simples soldats seulement s'il nous reste des ressources, mais c'est en fonction de la gravité et de leur pronostic. Et donc sur un champ de bataille, quand on ne peut pas soigner tout le monde en même temps, quand on ne peut pas prendre en charge tous les blessés, eh bien on cherche à maximiser le nombre de vies sauvées. Et donc ça peut entraîner des procédures où on ne peut pas consacrer le temps et les ressources nécessaires aux blessés les plus graves, qui demanderaient à leur seul bénéfice trop de temps et trop de ressources. Déjà d'entrée de jeu, peut-être il faut le préciser, ça ne s'est pas produit, ces situations de tri, à l'hôpital en France, même pendant le pic de l'épidémie. Il faut dissiper une ambiguïté. Du tri, il y en a tout le temps à l'hôpital, et en particulier les urgentistes, les réanimateurs pratiquent le tri couramment, parce que le tri pour eux, ça signifie se demander si le malade qu'on leur amène justifie une réanimation. Est-ce que ça fera sens de le réanimer ou est-ce que c'est une mauvaise décision? C'est pas toujours la bonne décision, c'est pas parce que c'est techniquement possible qu'il faut le faire et qu'il est juste de le faire. Donc du tri, il y en a tout le temps à l'hôpital, il y a du tri sur liste d'attente quand vous arrivez aux urgences en dehors d'un contexte de pandémie. C'est pas premier arrivé, premier servi. Vous pouvez attendre 5 heures pour un poignet foulé parce qu'il y a des cas plus graves qui passent d'abord. Donc du tri, il y en a tout le temps. On ne peut pas dire qu'on n'a pas pratiqué le tri, on pratique le tri tout le temps. En revanche, ce qui s'est passé en Italie, ce sont des situations différentes. C'est choisir entre deux vies à situation sauvable, égale. Décrivez-nous ce qui s'est passé en Lombardie notamment. Ce dont on a entendu parler en Lombardie, c'est des services hospitaliers saturés, c'est-à-dire que des services hospitaliers où on ne peut pas prendre des nouveaux patients et où
du coup, on ne peut pas étendre le stock de ressources. Contrairement à ce que nous, on a réussi à faire en France, c'est-à-dire transférer des patients dans d'autres régions moins saturées. Quand il y a saturation et quand il y a plusieurs patients qui arrivent avec un pronostic médical équivalent, comment est-ce qu'on arbitre? Il ne faut pas laisser ça à l'arbitraire des médecins en première ligne. Il faut appliquer des règles qui soient justes, qui tiennent compte de l'équité. Et c'est là que les médecins italiens ont sorti un document qui, évidemment, a causé un effet de sidération, mais un document de recommandation. Il y a eu des critères qui ont été posés et qui ont été appliqués, lesquels et avec quelle légitimité? Au nom de quoi on peut décider que tel ou tel critère est préférable à un autre? Alors, l'idée générale, c'est l'équité et la maximisation du bénéfice collectif, c'est-à-dire sauver le plus de vies possible. Sauver le plus de vies possible, ça signifie ne pas utiliser dans un usage compassionnel des ressources dont on est presque sûr qu'elles ne serviront pas. Ça veut dire quelqu'un qui a une très faible chance de survivre à la réanimation, on n'essaie même pas. Et la difficulté pour la perception publique de ce problème, c'est que l'un des facteurs de mauvais pronostic, l'un des facteurs qui fait que vous allez avoir peu de chances de survivre à la réanimation, c'est l'âge. Vous pensez que c'est à la société de s'emparer de ces sujets-là, qu'au fond, il y a une sorte de débat démocratique à avoir sur ces critères-là? Oui, bien sûr qu'il y a un débat démocratique à avoir. Il est extrêmement compliqué, il est extrêmement coûteux pour la cohésion nationale. C'est très difficile de demander aux gens, même en dehors de la crise, comment est-ce que la société doit penser finalement son protocole sacrificiel, hein, qui a priorité pour vivre quand tout le monde ne peut pas vivre. Mais quelle forme pourrait avoir ce débat? Une consultation des citoyens? Un débat à l'Assemblée nationale? Il y a toutes sortes de manières de faire. On peut, aux États-Unis, ça fait des années qu'on se prépare à la catastrophe en lançant des exercices de public engagement sur ces sujets-là. Donc, c'est des sondages qualitatifs. On fait jouer aux citoyens le rôle de médecin trieur. On leur décrit des cas. Il y a 3 patients qui arrivent en même temps aux urgences et il ne reste plus qu'un lit. À qui vous l'accordez en fonction des détails qu'on vous donne? À mon avis, ce ne sont pas de bonnes manières de faire parce que quand vous donnez un certain nombre de détails sur des patients qui arrivent en même temps aux urgences, eh bien, les détails que vous donnez, vous considérez d'emblée qu'ils doivent avoir de l'importance. Donc, si vous donnez le métier, vous considérez que l'utilité sociale doit avoir un rôle, ce qui n'est pas du tout le consensus aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les documents sur le tri excluent l'utilité sociale comme un critère valable. L'autre grand sujet qui interpelle à la fois notre morale et puis au fond la conscience collective, c'est ce choix qu'ont fait pratiquement tous les pays, le choix de sauver des vies au détriment finalement de la casse sociale, la crise économique qui suivra forcément. Comment vous analysez ce choix-là? Qu'est-ce que ça dit de notre société? Est-ce que la valeur de la vie humaine a considérablement augmenté? Je ne sais pas si la valeur de la vie humaine a augmenté ou si le passage à la puissance tragique de ces sujets a balayé toute possibilité d'une réflexion coût-bénéfice. Elle a pu avoir lieu ailleurs que chez nous assez peu. Il me semble que dans le risque d'une saturation des services de santé, des hôpitaux, il y avait comme une vision d'horreur morale qui était tellement insupportable qu'on était prêt à tout prix pour l'empêcher, pour empêcher d'en arriver là. Maintenant, il reste que les arbitrages sur le déconfinement, par exemple, les arbitrages sur remettre le pays en marche ou bien s'épargner encore des afflux de patients et donc des morts supplémentaires, ces débats supposent d'avoir des unités de mesure communes. Et en économie de la santé, comme en éthique médicale, dans certaines traditions d'éthique médicale, on a des instruments pour mesurer ces coûts-bénéfices. On peut calculer, par exemple, l'Angleterre le fait couramment depuis, dans le cadre de son système de santé, on peut mesurer des années de vie qualitatives sauvées. Et donc, on peut tout faire rentrer dans un même programme de mesures pour se demander comment arbitrer. Mais vous, personnellement, d'un point de vue moral, vous pensez que privilégier la vie humaine
sur l'économie. C'est la première fois que ça se fait à une aussi grande échelle dans d'aussi nombreux États en cas d'épidémie, dans l'histoire des pandémies. C'est un progrès. Pour le dire autrement, est-ce que la vie de milliers d'hommes sauvés valent plus, au fond, que celle de ceux qui demain se retrouveront sur la paille? Ce qui est intéressant, c'est que c'est les vies qui risquaient d'être le plus perdues dans ce contexte de pandémie, c'était les vies de personnes âgées ou de personnes fragiles. Et à aucun moment, on a fait un choix de société qui aurait consisté à dire « tant pis pour eux, tant pis pour les personnes âgées ». Au contraire, on est sur un modèle de société qui insiste sur le fait qu'on ne veut pas sacrifier nos aînés, qu'on ne veut pas sacrifier nos personnes âgées, qu'on ne veut pas sacrifier nos personnes fragiles. Et ce choix de société qu'on a fait, eh bien, je crois que c'est aussi quand même une raison d'être fier. Merci beaucoup. Merci. Et ainsi s'achève cette émission. Merci de votre fidélité. À mardi prochain pour un nouveau numéro de Ça vous regarde. Excellent grand week-end pour ceux qui en prennent et très belle soirée.